Bien, bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va? Bon. Alors, on va reprendre, puisque vous avez l'air en forme, on va reprendre où on en était hier et terminer, donc ce matin, cette théorie générale. Alors, on en était à la sanction pénale et on avait commencé à parler un petit peu de la peine. Je vous avais expliqué ce qu'était la peine dans sa version initiale, sanction rétributive dont la finalité est d'infliger un châtiment au délinquant pour compenser le mal que ce délinquant a causé à la société. Et on avait expliqué que cette peine avait évolué à partir de 1945 vers une peine dont l'objet serait finalement davantage de réinsérer, ça serait davantage un outil social pour réinsérer les délinquants plutôt qu'un outil de punition à proprement parler. Et on s'était arrêté au Code pénal de 1994. 1994, donc, entrée en vigueur du nouveau Code pénal. En 1994, que se passe-t-il s'agissant de la peine dans le nouveau Code pénal? Eh bien, on consacre pleinement, en 1994, cette fameuse peine réinsertion. Le Conseil constitutionnel attribue une valeur constitutionnelle à l'objectif de réinsertion par la peine. On érige en principe directeur du droit pénal, le principe de l'individualisation de la peine par le juge. Individualisation non seulement du prononcé de la peine, mais individualisation également de l'exécution de la peine. On ne se contente pas d'affirmer le principe, on met également en place ces modalités concrètes de mise en œuvre. On met également en place les modalités concrètes de mise en œuvre du principe. On supprime les minima. On multiplie les peines alternatives à l'emprisonnement en matière correctionnelle. On consacre de nouvelles mesures d'aménagement des peines privatives de liberté. Bref, on donne aux juges tous les outils utiles à la mise en œuvre de l'objectif de réinsertion par la peine. Ça, c'est 1994. Donc, quand on traite un sujet sur la peine en 1994, l'idée, c'est celle du passage d'une peine rétributive, de type objectif, à une peine réinsertion de type subjectif. Bien. Période suivante, c'est la période 1994, aujourd'hui. Sur la période 1994, aujourd'hui. Deux choses vont se produire. Donc on part de 1994, la peine est une peine subjective, réinsertion. Première chose qui se produit entre 1994 et 2014. Première chose qui se produit, on confirme et on amplifie l'objectif de réinsertion par la peine.
Il ne faut pas penser qu'à partir de 1994, on a cessé de poursuivre l'objectif de réinsertion. C'est faux. D'une part, les principes proclamés en 1994 n'ont pas été abrogés et, par ailleurs, ils ont même été amplifiés. Loi pénitentiaire, par exemple, du 24 novembre 2009. Loi pénitentiaire, par exemple, du 24 novembre 2009, qui oblige le juge correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement ferme à motiver spécialement sa décision. Ce qui signifie qu'à partir de 1994, ce qui signifie qu'à partir de 2009, en matière correctionnelle, l'emprisonnement ferme, sans aménagement, devient l'exception, alors même que c'est la peine prévue par la loi. Toujours loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, on élargit le domaine d'application des mesures d'aménagement des peines privatives de liberté. Des mesures comme la semi-liberté, le fractionnement de la peine, ou encore le placement à l'extérieur. Sont applicables à des infractions de plus en plus nombreuses. Et cette tendance à faire de la peine un outil de réinsertion n'est pas du tout en voie de cesser, puisque l'actuel projet de loi, le fameux projet de contrainte pénale, entend poursuivre dans cette voie, notamment en instituant une nouvelle peine alternative en matière correctionnelle, une peine consistant dans la contrainte pénale. Donc voilà, première chose qui se produit entre 1994 et 2014, c'est effectivement la confirmation et l'amplification de cette peine réinsertion. Deuxième chose qui se produit sur cette même période, deuxième tendance que l'on constate sur cette même période, entre 1994 et 2014, va voir le jour dans notre droit une nouvelle fonction de la peine. Va voir le jour dans notre droit une nouvelle fonction de la peine. Et cette nouvelle fonction de la peine, c'est l'objectif de neutralisation. Va voir le jour la peine neutralisation. L'idée, ici, c'est celle d'une peine dont la finalité n'est pas de punir, la finalité n'est pas de réinsérer. On est au-delà de ces considérations-là. La finalité est de protéger la société en neutralisant purement et simplement les condamnés dangereux. Protéger la société en neutralisant les condamnés identifiés comme dangereux. Et c'est ainsi que va voir le jour sur cette période la peine neutralisation. La peine neutralisation d'un point de vue théorique, c'est le deuxième versant du subjectivisme. C'est la peine positiviste.
c'est la peine positiviste, deuxième versant du subjectivisme. Hein, l'idée, effectivement, suivant laquelle la peine doit être fondée sur la personnalité, mais cette fois-ci, personnalité de l'individu qui va être regardée comme un facteur de sévérité, le but étant d'identifier des facteurs de dangerosité pour neutraliser les condamnés les plus dangereux. Donc voit le jour la fameuse peine neutralisation. La neutralisation, c'est quoi? Derrière l'idée de neutralisation, c'est l'idée d'empêcher le plus longtemps possible le retour du condamné à la société. On empêche le plus longtemps possible le retour du condamné à la société. Grande manifestation de cette peine neutralisation, loi du 1er février 1994, qui institue la perpétuité réelle. Hein, c'est-à-dire cette période de sûreté susceptible de s'appliquer par décision spéciale de la cour d'assises à la totalité d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité. C'est l'idée d'une sortie impossible, quoi qu'il se passe. En 1994, on met en place cette fameuse perpétuité réelle dans l'hypothèse très particulière des assassinats de mineurs commis avec torture et actes de barbarie. Puis, loi du 14 mars 2011, autre manifestation, loi du 14 mars 2011, hein, qu'on appelle la loi LOPSI 2, qui étend la perpétuité réelle, pour la première fois depuis 1994, à l'hypothèse des assassinats de membres de l'autorité publique. Donc vous voyez, l'idée ici, c'est bel et bien de neutraliser les criminels les plus dangereux. Au terme de tout cela, en 2014, quelles sont les fonctions de la peine en 2014? Eh bien, le résultat de cette évolution, finalement, c'est que se côtoient deux politiques pénales contradictoires s'agissant de la peine. D'un côté, le législateur prescrit de favoriser la réinsertion du délinquant. Favoriser la réinsertion du délinquant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie favoriser son retour à la société. Dans le même temps, il impose au juge de permettre la neutralisation du délinquant. Neutralisation du délinquant, c'est quoi? C'est empêcher le retour à la société. Donc on est là sur deux prescriptions législatives contradictoires faites au juge, qui se voit enjoindre à la fois de réinsérer et de neutraliser. Alors, on dira, et certains diront, oui, mais ça ne s'applique pas aux mêmes personnes. On sait vraiment que ça ne s'applique pas aux mêmes personnes dans la loi? Bien sûr que si, ça s'applique aux mêmes personnes. Si on raisonne bêtement sur des situations extrêmes, il n'y a pas de difficulté, mais ce n'est pas les situations extrêmes qui constituent la majeure partie du contentieux.
Voyez, le voleur de mobilette primaire, on sera assez d'accord pour le réinsérer. Le délinquant sexuel récidiviste, au bout d'un moment, on sera assez d'accord pour le neutraliser. Ces hypothèses-là ne sont pas problématiques. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Entre les deux, on a le voleur multirécidiviste. Qu'est-ce qu'on en fait de lui? On le réinsère, on le neutralise. Entre les deux, on a le meurtrier ou le délinquant sexuel primaire. Qu'est-ce qu'on en fait? On réinsère, on neutralise. Pour la majeure partie du contentieux pénal, concrètement, les deux voies, réinsertion, neutralisation, sont possibles. Alors, que fait le juge par rapport à ça? Quand il doit faire le choix entre réinsérer et neutraliser? Il fait des expertises. Voilà, le réflexe du juge, c'est, on est bien d'accord, hein, un magistrat n'est pas omnipotent, on ne va pas scruter les âmes, on ne va pas lire l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'une façon générale, qu'on soit juge d'application des peines ou juge qui prononce la peine, on va faire appel à des experts. À qui on va demander quoi? À qui on va demander d'évaluer la dangerosité de l'individu. Vous pensez que l'expertise, c'est une science exacte? Vous pensez que quand on est psychiatre ou psychologue, on peut dire, oui, il va récidiver, non, il va pas... Que disent les experts? Les rares dossiers que j'ai vus dans le cadre de stage, justement, le psychiatre disait qu'il ne pouvait pas apprécier la dangerosité. Exactement. On veut dire, l'expert n'est pas la dangerosité. L'expert va dire, j'en sais rien. J'en sais rien parce que, tout simplement, on ne peut pas évaluer une dangerosité criminologique. Ce n'est tout simplement pas évaluable. Un expert psychiatre peut évaluer une dangerosité psychiatrique, ce qui signifie qu'il peut dire, et encore, avec une marge d'erreur qu'ils reconnaissent bien volontiers. Hein. De toute façon, dans un procès pénal, vous n'avez pas deux expertises qui vont dans le même sens sur une même affaire. Hein. Bien la preuve que tout ça est loin d'être mesurable et quantifiable. L'expert va vous dire, oui, nous, on peut évaluer une dangerosité psychiatrique, ce qui signifie que on est grosso modo capable de dire si la personne est accessible ou non à un traitement. Hein, ce qui va nous permettre, est-ce qu'on peut avoir l'espoir de canaliser les pulsions de telle ou telle autre personne? Bon, ok, mais ça c'est ce qui se passe à l'intérieur. Nous, les pulsions, on s'en fiche un petit peu quand on est magistrat. Hein, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous, c'est pas du tout cette dangerosité psychiatrique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'éventuel passage à l'acte. Hein? En tant que magistrat, ce qui compte, c'est quoi? C'est est-ce qu'il va passer à l'acte? C'est ce qu'on appelle la dangerosité criminologique. Sauf que ça, par définition, ce n'est pas évaluable. Pourquoi? Parce que ça va dépendre des circonstances sur le moyen terme, ça va dépendre des relations que nourra la personne, ça va dépendre de où il habitera, de qui il croisera dans la journée, etc. Et ce n'est pas, par définition, ni prévisible, ni quantifiable a priori. Donc, voilà, on est magistrat, on a appelé l'expert vous dit, j'en sais rien. Et qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, là, il faut avoir idée un petit peu des statistiques quand même. Hein. Vous savez combien de personnes suit un juge d'application des peines en milieu fermé, à peu près, sur l'ensemble de la France? En moyenne, en France, un juge d'application des peines en milieu fermé, ça a combien de personnes, d'après vous, à suivre? 400. Un juge d'application des peines en milieu fermé, en moyenne, suit 400 condamnés. Sur ces 400 condamnés, on va dire, c'est un peu plus que ça en réalité, hein, on va dire qu'il y en a 100 qui sont là pour infraction sexuelle. En réalité, c'est plus 150. On va dire qu'il y en a à peu près un quart, il y a un quart des condamnés à des peines privatives de liberté, hein, qui le sont pour infraction sexuelle, thématique sensible. Est-ce que vous connaissez le taux de récidive en matière d'infraction sexuelle? Entre 1 et 3%. Taux de récidive en matière d'infraction sexuelle entre 1 et 3%. Donc, on sait que, en tant que juge d'application des peines, sur les 100 condamnés pour infraction sexuelle que l'on suit, il y en a 1, 2,
peut-être 3, si on est dans une mauvaise année, qui vont récidiver. Lesquels? On appelle l'expert dit j'en sais rien. Vous voyez le problème du juge face à la peine aujourd'hui? Le problème du juge face à la peine, il est là. C'est qu'on lui demande l'infaillibilité sur ce qui, par définition, n'est pas prévisible. Et donc la décision se fait comment? Le choix de libérer, d'octroyer une libération conditionnelle, par exemple, ou de ne pas l'octroyer. Comment est-ce qu'on choisit ça? Oh bah le SPIP, ils en savent encore moins, hein. Bah oui, un petit peu l'intuition du moment, quoi, on bricole, hein. On bricole, d'accord, hein, c'est un peu plouf-plouf. Donc concrètement, en prescrivant comme ça 2 politiques pénales contradictoires, hein, en imposant au juge de choisir entre réinsertion et neutralisation en fonction d'un critère qui par définition n'est pas un critère évaluable, qu'est-ce qu'on génère là encore? On génère une totale insécurité juridique. Et suivant que le condamné tombe sur vous, sur vous, sur vous ou sur vous, vos intuitions ne seront peut-être pas les mêmes. Et même s'il tombe sur la même personne, suivant que ce soit la veille ou le lendemain, pour peu qu'on ait vu un collègue qui a été mis en difficulté par une libération anticipée, vous voyez, on ne prendra peut-être pas la même décision d'un jour sur l'autre. Tout ça est quand même profondément humain. D'accord? Donc c'est sur la thématique de la peine, en faisant se côtoyer comme ça des politiques de réinsertion et des politiques de neutralisation, on a généré finalement une surresponsabilité pour le juge. Que l'on charge de mettre en œuvre sans aucun critère fiable, parce qu'il ne peut pas en exister sur cette thématique-là. Soit une politique de neutralisation, soit une politique de réinsertion. Ça va? Donc le problème de la peine aujourd'hui, c'est pas le choix de la réinsertion, c'est pas le choix de la neutralisation dans les 2 cas, à partir du moment où c'est l'expression d'une volonté générale à un moment donné qui s'exprime par la voie d'élection, c'est tout à fait respectable. Hein, qu'on choisisse de neutraliser des individus dangereux ou au contraire on choisisse de les réinsérer, soit ce sont 2 conceptions qui peuvent se concevoir. Bien, là où la situation est beaucoup plus périlleuse, c'est lorsqu'on laisse se côtoyer à propos des mêmes individus les mêmes orientations en termes de politique criminelle, sans critères de choix entre l'une et l'autre. Parce que c'est le règne de l'insécurité juridique, et l'insécurité juridique, quand ça se joue sur la peine privative de liberté, c'est tout de même extrêmement ennuyeux. Alors qu'est-ce qu'on a oublié dans tout ça? Il est où le problème, d'après vous? Vous pensez vraiment que ça doit être la tâche du droit pénal et du juge pénal de réinsérer? Ce ne serait pas plutôt la tâche du réseau social, en principe? Hein? Vous pensez vraiment que c'est la tâche et le rôle du juge pénal de neutraliser? Le juge pénal, initialement, il est là pour quoi? Pour punir. Qui vous parle encore aujourd'hui de punition? Quand on débat au sujet de la peine, à la télé, dans les journaux, à l'Assemblée, est-ce qu'on attache encore cette signification punitive à la peine? Non, on vous parle de dangerosité, on vous parle de réinsertion, on vous parle de neutralisation, on ne vous parle plus de punition. Ce qu'on a oublié, c'est la fonction première du droit pénal, c'est cette fonction objective qui, disait le droit pénal, a pour finalité non pas de remédier à tous les maux de la société, parce que le magistrat n'est guère qu'un juriste, d'accord? C'est pas un médecin, c'est pas un psychiatre, c'est pas une assistante sociale, c'est un juriste, et sa fonction première qui consistait à infliger une punition. En punition
de la commission d'une infraction est une fonction qui a totalement disparu. Et pourtant, c'était bien là la seule fonction qui était cohérente au regard de la nature du droit pénal. Ça va ? Donc cette subjectivisation de la peine, elle se traduit finalement par un piétinement des principes que sont la légalité, que sont la proportionnalité, des principes fondamentaux du droit pénal. Et encore une fois, c'est pas la critique de la clémence ou de la sévérité. Ça, je dirais, ce sont des choix secondaires. C'est la critique de l'insécurité ainsi générée. À côté de la peine, on a la mesure de sûreté. Deuxième forme de sanction pénale, à côté de la peine, la mesure de sûreté. Alors, qu'est-ce qu'une mesure de sûreté ? Les mesures de sûreté, on les définit de la façon suivante. Ce sont de simples mesures de protection sociale. Ce sont de simples mesures de protection sociale, donc pour protéger la société, destinées à prévenir la récidive d'un délinquant ou à neutraliser un état dangereux. Une simple mesure de protection sociale destinée à prévenir la récidive d'un délinquant ou à neutraliser un état dangereux. Alors, pour bien comprendre, il faut partir de la conception initiale des mesures de sûreté. Dans leur conception initiale, les mesures de sûreté s'opposent en tout point aux peines. Dans leur conception initiale, les mesures de sûreté s'opposent en tout point aux peines. Mesures de sûreté qui s'opposent en tout point aux peines. D'abord, on a vu, les peines sont classiquement le résultat des conceptions objectives de l'infraction. Les mesures de sûreté, elles, c'est l'inverse. Elles sont le pur produit des conceptions subjectives de l'infraction. Mesures de sûreté qui sont le produit des conceptions subjectives de l'infraction. D'abord, les mesures de sûreté s'opposent aux peines par leur fondement. D'abord, les mesures de sûreté s'opposent aux peines par leur fondement. Le fondement de la peine, qu'est-ce que c'est ? Le fondement de la peine, c'est le trouble effectif à l'ordre social. Son fondement classique. Le fondement de la mesure de sûreté, ce n'est pas du tout le trouble effectif à l'ordre social, c'est la dangerosité, l'état dangereux. Les mesures de sûreté s'opposent ensuite aux peines par leur but. Le but classique de la peine, c'est la rétribution, la punition. Le but de la mesure de sûreté, c'est la prévention. Il s'agit de faire en sorte que l'état dangereux n'aboutisse pas à la production d'un trouble.
Les mesures de sûreté s'opposent également aux peines par leur contenu. Elles s'opposent également aux peines par leur contenu. Par leur contenu, les peines sont classiquement à la fois afflictives et infamantes. À l'inverse, la mesure de sûreté, elle, est moralement neutre. Et enfin, les mesures de sûreté s'opposent aux peines par leur régime. Elles ne sont pas soumises, ces mesures de sûreté, au même régime que les peines. Plusieurs traits caractéristiques des mesures de sûreté. Plusieurs traits caractéristiques des mesures de sûreté. D'abord, dans leur conception classique, les mesures de sûreté sont à durée indéterminée. Durée indéterminée, pourquoi? Ça s'explique facilement, parce qu'elles sont calquées sur l'état dangereux. Et elles prendront fin avec lui. Or, il n'est pas possible de prévoir par avance combien de temps durera cet état dangereux. Ensuite, autre trait caractéristique du régime, les mesures de sûreté sont prononcées avant la production du trouble. Alors que la peine, elle intervient en principe après. Par ailleurs, les mesures de sûreté ne supposent pas, pour s'appliquer, que l'individu soit discernant. On peut même dire que moins un individu est discernant, plus la mesure de sûreté se justifie. Parce que moins il est discernant, plus il est potentiellement dangereux, car moins maîtrisable. Enfin, les mesures de sûreté, à la différence des peines, puisqu'elles ne consistent pas en une punition, mais en une mesure de précaution, ne sont pas soumises à l'application du principe de non-rétroactivité. Ça va? Pourquoi vous dites qu'elles sont prononcées avant la production du trouble? Avant la production du trouble à l'ordre social. C'est le propre des mesures de sûreté. En fait, c'est pas ça. Par exemple, quand on prononce la rétention de sûreté, c'est... Alors, deux choses. Première chose, là on est en train de voir la conception classique des mesures de sûreté. Mais comme la peine, on va voir que cette conception a évolué. Et par ailleurs, sur cet aspect-là, la mesure de rétention de sûreté, qu'est-ce qu'on regarde quand on prononce une rétention de sûreté? La dangerosité. Voilà, donc c'est le trouble à venir. Oui, c'est postérieur. Ben voilà. Oui, mais il découle du trouble antérieur à la dangerosité. Oui, mais c'est quand même prononcé en considération d'un trouble à venir. Donc, attention, cette mesure de sûreté-là, c'est la même chose, c'est toujours ante delictum. D'accord? L'exécution de la peine. Voilà, c'est pas la peine à proprement parler. Bien. Ça va? Alors, voyons voir un petit peu maintenant comment ces mesures de sûreté ainsi définies sont nées, ont évolué dans notre droit et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Il faut savoir que les mesures de sûreté, elles sont nées en doctrine avec l'école positiviste à la fin du XIXe siècle. Elles sont nées en doctrine avec l'école positiviste à la fin du XIXe siècle. L'idée, quand ces mesures de sûreté sont imaginées par l'école positiviste italienne, l'idée
c'est véritablement de protéger la société du microbe social. Vous pouvez mettre entre guillemets, hein, c'est ce que nous dit Lombroso. Et donc, l'idée, c'est d'identifier a priori les individus potentiellement dangereux pour les neutraliser immédiatement avant qu'ils ne puissent nuire au corps social. Hein, alors vous avez ces fameux écrits de Lombroso dont vous avez forcément entendu parler, hein, où on fait des schémas d'identification de dangerosité. Alors la dangerosité repose beaucoup à l'époque sur des critères physiques ou morphologiques. Hein, on considère que quand on a les pommettes saillantes, le front large, les sourcils touffus, il y a statistiquement de grandes chances pour qu'on soit un criminel né. Hein, donc on va traquer les gens aux pommettes saillantes, le front large et aux sourcils touffus pour effectivement les neutraliser avant qu'ils ne puissent nuire à la société. Et là, pas de pitié. Hein, école positiviste italienne, dès qu'on a identifié un individu potentiellement dangereux, qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. Alors, l'élimination, c'est pas forcément, on le zigouille, hein, d'accord? L'élimination, c'est l'élimination du corps social. Donc, ça va se traduire par la relégation. Voilà, on a des territoires outre-mer et on va envoyer tous ces gens très loin. Ou encore l'enfermement à vie. Vous voyez, c'est l'idée même de la mesure de sûreté neutralisation. Hein, on veut protéger la société à tout prix. Ça va? Ça, c'est en Italie, fin du 19e. C'est là que naît la première acception théorique des mesures de sûreté. Et puis, ces conceptions arrivent en France, et là, nous, on a fait notre évolution, on a proclamé la DDHC, et quand tout ça arrive, on se dit, bah, non, on ne va pas identifier des criminels, hein, sur des critères physiques ou morphologiques, et puis les individus ont des droits qu'il n'est pas question de bafouer, etc. Et donc les mesures de sûreté ne vont pas rencontrer d'écho significatif en droit français jusqu'en 1945. Hein, pas de traduction significative des mesures de sûreté dans la législation française jusqu'en 1945. « 1945, École de la défense sociale » qui va réinventer, repenser les mesures de sûreté. Cette école de la défense sociale, toujours dans sa préoccupation humaniste, va nous dire oui, mais les mesures de sûreté, ça peut aussi être un outil précieux de réinsertion, de resocialisation. Et donc là, on va dire, voilà la mesure de sûreté, on va s'en servir finalement pour faire en sorte que les individus potentiellement dangereux aient la chance d'être réinsérés. Et ces théories, elles plaisent beaucoup à l'époque, je vous l'ai expliqué hier, ces théories, elles plaisent beaucoup à l'époque, et on va retrouver très vite la première traduction en législation de ces mesures de sûreté du type école de la défense sociale, hein, donc de ces mesures de sûreté à finalité réinsertion. La première grande marque de ces mesures de sûreté, qui reste fondamentale aujourd'hui, c'est l'ordonnance du 2 février 1945 sur le mineur délinquant, qui met en place ces fameuses mesures éducatives, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, mesures éducatives, qui sont des mesures de sûreté et qui sont qualifiées comme telles par la Cour de cassation. Entre 1945 et 2005, entre 1945 et 2005, le législateur va faire naître, comme cela, dans notre droit,
une foule de sanctions qui, toutes, présenteront les caractères de la mesure de sûreté. Confiscation d'une chose dangereuse, interdiction de rencontrer certaines personnes, interdiction d'exercer certaines professions, etc., etc. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre 1945 et 2005, jamais le législateur n'emploie le mot de mesure de sûreté. Jamais le législateur n'emploie le mot de mesure de sûreté. Ces différentes sanctions qui toutes présentent pourtant les caractères de la mesure de sûreté, le législateur les qualifie de peine. Parce que tout simplement, le législateur, lui, ne distingue pas entre peine et mesure de sûreté. La Cour de cassation, en revanche, elle ne s'y trompe pas. La Cour de cassation, en revanche, elle ne s'y trompe pas. Et au fil des affaires qui lui sont soumises, elle requalifie ces sanctions en mesure de sûreté pour leur appliquer le régime spécifique des mesures de sûreté, et notamment pour leur permettre d'échapper à l'application du principe de non-rétroactivité. D'accord ? Donc, entre 1945 et 2005, on a dans notre droit plusieurs sanctions que le législateur ne qualifie pas de mesure de sûreté, mais que la Cour de cassation, elle, qualifie comme telle, en dehors de toute prévision légale, pour les faire échapper au régime classique de la peine. 2005, les choses vont changer. 2005, les choses changent. Loi du 12 décembre 2005. Loi du 12 décembre 2005. Voilà une loi qui, pour la première fois, introduit dans notre droit deux sanctions qu'elle qualifie expressément de mesures de sûreté. Loi du 12 décembre 2005, voilà une loi qui pour la première fois a introduit dans notre droit deux sanctions qu'elle qualifie expressément de mesures de sûreté. Les deux sanctions en cause, ce sont d'une part ce qu'on appelle la surveillance judiciaire des personnes dangereuses, pour la première, et le placement sous surveillance électronique mobile pour la seconde. Surveillance judiciaire des personnes dangereuses et placement sous surveillance électronique mobile. Et là, ça y est, la brèche est ouverte et le législateur va réitérer cette expérience. Loi du 25 février 2008, étape suivante, loi du 25 février 2008, qui, à son tour, introduit dans notre droit deux nouvelles mesures de sûreté encore. Ces deux nouvelles mesures de sûreté, ce sont
d'une part la fameuse rétention de sûreté dont on entend parler, et d'autre part le placement sous surveillance de sûreté. Et enfin, loi du 10 mars 2010, qui, à son tour, va donner naissance à une nouvelle mesure de sûreté, cette mesure qu'on appelle couramment la castration chimique, et que dans le texte on appelle la mise en œuvre d'un traitement inhibiteur de libido. Voilà donc autant de mesures qui, dans le texte même de la loi, s'appellent mesures de sûreté. Mais il faut bien comprendre ce qui s'est passé à partir de 2005. Ça, c'est très important. À partir de 2005, lorsque le législateur choisit de donner aux mesures de sûreté leur existence officielle, entre guillemets. À partir de 1994, lorsque le législateur choisit de donner aux mesures de sûreté leur existence officielle, il doit intégrer les mesures de sûreté dans un système juridique conçu pour la peine et irrigué par des grands principes à valeur constitutionnelle, à valeur conventionnelle, donc à valeur supralégislative, protecteur des droits et libertés, auxquels il n'est plus possible de déroger. Et par conséquent, ce n'est qu'à la condition de soumettre au moins partiellement les mesures de sûreté à ces grands principes que leur intégration en droit positif devient possible. Ainsi, par exemple, Conseil constitutionnel, 21 février 2008, qui impose de soumettre les mesures de sûreté privatives de liberté, en l'occurrence la rétention de sûreté, à l'application du principe de non-rétroactivité. Cour européenne des droits de l'homme, 17 décembre 2009, affaire Mucke, M-U-C-K-E, contre Allemagne, qui adopte une position identique. Au terme de cette évolution, quelle question se pose? Regardez bien ce qui s'est passé. Regardez bien ce qui s'est passé. La fonction de la peine, c'est rapprocher au fil des évolutions de la fonction de la mesure de sûreté. Souvenez-vous, on est parti d'une peine rétribution
pour arriver à une peine beaucoup plus subjective, réinsertion, neutralisation. Donc fonction identique, peine, mesure de sûreté. D'accord? Le régime de la mesure de sûreté, c'est quant à lui rapproché du régime de la peine. Donc quelle question se pose aujourd'hui? La question qui se pose aujourd'hui, c'est tout simplement celle de savoir si la distinction entre peine et mesure de sûreté a conservé une quelconque pertinence. Est-ce qu'il demeure utile de distinguer entre peine et mesure de sûreté, puisque toutes poursuivent le même but, neutralisation ou réinsertion, tout le monde se fout à présent de la punition, d'accord? Toutes poursuivent le même but, et toutes sont à peu de choses près soumises au même régime. Donc quel est l'intérêt qu'il y a à distinguer désormais entre peine et mesure de sûreté? Cet intérêt, il est sans aucun doute extrêmement restreint. Effectivement, la distinction entre peine et mesure de sûreté aujourd'hui a perdu une grande partie de son intérêt. Mais c'est une distinction dont l'intérêt s'est amenuisé au profit de l'émergence d'une nouvelle distinction. C'est quoi cette nouvelle distinction, à votre avis, qui est devenue importante désormais? Voilà, ce qui importe aujourd'hui, ce qui compte, c'est plus de savoir si c'est de la peine ou de la mesure de sûreté. Dans les deux cas, c'est pareil. Non, ce qui compte est est-ce que l'on a, oui ou non, affaire à une sanction privative de liberté ou à une sanction non privative de liberté. La nouvelle catégorie à prendre en compte, c'est celle-ci, c'est la distinction entre, d'une part, les sanctions privatives de liberté et d'autre part, les sanctions non privatives de liberté. Dans la catégorie des sanctions privatives de liberté, la distinction entre peine et mesure de sûreté n'a plus aucun sens. D'accord? Toutes sont soumises au même régime et répondent aux mêmes objectifs. Réinsertion, neutralisation, c'est le bordel sur l'une comme sur l'autre. D'accord? Dans la catégorie des sanctions non privatives de liberté, en revanche, là, il est vrai que la distinction entre peine et mesure de sûreté a conservé son intérêt. Il est vrai là que la distinction entre peine et mesure de sûreté a conservé son intérêt, mais simplement pour les sanctions non privatives de liberté. Est-ce que ça va sur tout ça? Oui? Donc, comprenez bien, quand vous avez affaire à un sujet sur la peine ou sur la mesure de sûreté ou sur la sanction, il faut vraiment que ce qui doit être mis en exergue en introduction, tout en adoptant une construction très classique par la suite, ce qui doit être mis en exergue, c'est cette grande difficulté du juge. Cette grande difficulté du juge à qui on prescrit quelque part l'impossible, à qui on prescrit d'identifier sans erreur celui qu'il faut réinsérer, celui qu'il faut à l'inverse neutraliser. D'accord ? Et politiques pénales contradictoires, donc, qui vont se traduire aussi bien au niveau du prononcé de la peine qu'au niveau de son exécution. Donc le maître mot sur la peine, ou sur la sanction d'une façon plus générale, c'est quand même que c'est un immense bordel. Ça va ? Voilà donc pour cette première composante de la répression, qu'est la sanction pénale. Petit 2, je vous annonce juste le titre et puis après ça on va prendre un café parce qu'on a bientôt fini cette théorie générale. Je vous annonce juste le titre qu'on sache où on en est. Petit 2, deuxième composante de la répression, ce sont les circonstances aggravantes. Voilà, on fait la pause. Et on s'attaque ensuite aux circonstances aggravantes.